Bonjour Étienne. Bonjour Marie. Alors aujourd'hui, on se rencontre pour de vrai parce qu'en fait on s'est rencontrés pendant le confinement et grâce à nos vidéos, c'est-à-dire que moi j'ai fait une vidéo sur la violence des femmes et l'enfantement du nouveau monde et toi tu as fait une vidéo qui s'appelle Arrêter la guerre. The battle is over. Voilà. La guerre est finie. Voilà, et qui est un message des hommes aux femmes et qui concerne aussi la violence. Alors, donc on a fait deux vidéos autour de la violence et qui se rencontrent un petit peu sur l'essence du message qu'on a voulu faire passer et dans l'importance de reconnaître sa part de violence justement pour libérer notre puissance. Et moi, suite à cette première vidéo que j'ai faite, j'ai vraiment envie d'en faire d'autres pour aller un petit peu plus approfondir ce sujet de la violence et de la puissance. Et donc j'ai eu envie de faire une causerie avec toi pour aller creuser un peu plus finalement qu'est-ce qui t'a motivé toi pour faire cette vidéo, parce que tu fais partie des organisateurs aussi, hein. Ouais. Et ouais, quel a été ton cheminement intérieur? La première chose, c'est que c'est les femmes. C'est une vidéo des femmes qui, comme toi, ont fait une vidéo où elles parlaient de leur violence, qui m'a fait pleurer, Ouais. qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup ému et qui est venue, je pense, guérir quelque chose en moi de la reconnaissance de la violence des mères, donc envers le petit garçon que j'ai été. Et c'est cette guérison, ou en tout cas ce message des femmes qui prenaient la responsabilité de leur violence, qui est venu me toucher et me dire moi aussi j'ai envie de participer, moi aussi j'ai envie de reconnaître les endroits où je suis violent, les endroits où j'ai été violent, les endroits où je suis dans une forme de violence, ou dans diverses formes de violence, de faire un cadeau de la même façon que ces femmes m'ont fait un cadeau en prenant leur responsabilité et que ça m'a libéré de quelque chose. En tant qu'homme, je pense qu'aujourd'hui, dans le rapport sociétal homme-femme, les hommes ont beaucoup de cadeaux à faire aux femmes. C'est pas l'un plus que l'autre, c'est vraiment les deux ensemble. Mais en tout cas, le déclencheur pour moi, c'est la vidéo des femmes qui a été faite il y a 2 ans, en août 2018, qui s'appelle From Women to Men. Ouais, je vous mets la vidéo là en haut de l'écran à droite. Et quand j'ai reçu cette vidéo, c'était la première fois que j'entendais des mères qui disaient voilà, je prends la responsabilité de la violence, de l'abus, de l'emprise sur les petits garçons, certainement les petites filles aussi, c'est pas que à destination des garçons. Et donc j'ai contacté l'auteur de cette vidéo, Hannah Milling, qui est une Allemande. Je lui ai dit mais merci d'avoir mis ces mots, merci à ces femmes d'avoir mis en lumière, comme je te remercie pour le message et pour la vidéo que tu as offerte, qui est pour moi du même ordre, d'arrêter de dire il y a les hommes et les femmes, les hommes sont les bourreaux, les femmes sont les victimes, et que les femmes peuvent être aussi des bourreaux et que les hommes peuvent être aussi des victimes. Et j'ai vu à cet endroit-là, en fait, j'ai commencé tout un chemin de me reconnaître victime. Alors il y a une part de moi qui est timide, il y a une part de moi qui a honte, il y a une part de moi en tant qu'homme blanc, machin, de dire moi aussi je suis victime, oui, mais moi c'est moins grave. Une espèce d'échelle comme ça de valeur, de dire ah oui, mais les femmes c'est des viols, c'est des abus, c'est des meurtres, c'est des féminicides, c'est des choses lourdes et horribles. Et moi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Une espèce de flou, une espèce de vague et de doute permanent, de me dire arrête, peut-être qu'il t'est rien arrivé, quoi. Plein de petites voix comme ça qui doutent et qui ne voulaient pas reconnaître que si j'ai été victime de ma maman, tout simplement, d'une des femmes le plus proche de moi, qui est normalement la représentation de la mère, et de la mère aimante, inconditionnelle, pas juste la mère, et de reconnaître ça, même si j'arrivais pas à savoir concrètement qu'est-ce qui s'est passé. Et oui, parce que en fait, ça c'est important ce que tu dis, parce que finalement, on a une représentation de la violence comme étant la violence physique. Et or, il existe une autre forme de violence, qui est cette violence subtile et insidieuse, cette violence psychologique, cette violence de manipulation très sournoise en fait, qui agit dans l'ombre et dont nous sommes tous porteurs. Mais peut-être qu'effectivement, l'homme qui par sa force physique va aller plus naturellement dans la violence physique,
il est aussi porteur de cette violence subtile et sournoise. Mais les femmes qui ont moins cette force physique, eh ben, elles sont plus dans cette violence et subtile et invisible. Et le souci, c'est qu'elles n'en ont pas forcément conscience. Et que c'est souvent avec plein de bonnes intentions que les mères, sans le vouloir, vont devenir violentes et manipulatrices avec leurs enfants. Parce que moi, en tant que mère, et c'est vraiment là où moi j'ai aussi fait ce chemin de reconnaissance de ma propre violence, c'est que finalement, j'ai été, tel que je l'explique dans ma vidéo et que je remets aussi en lien en haut à droite de l'écran pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai été vraiment victime de violences physiques, de viols, de maltraitance physique et beaucoup par les hommes. Et puis ma première étape de reconstruction est passée effectivement par cette reconnaissance de mon statut de victime, là où j'avais bien été victime. Mais à un moment donné, il a fallu faire face à ma propre violence. C'est-à-dire que pour aller au bout du processus de guérison, j'étais obligée d'aller accueillir cette part d'ombre en moi que je jugeais comme étant inacceptable, cette part de violence, et qui, comment dire, devenait d'autant plus violente que je la niais. Et que cette violence subtile et invisible, elle est difficilement repérable, et c'est pour ça qu'elle est d'autant plus violente, parce que nombre de personnes disent « Ah mais oui, mais toi tu es plus légitime que moi dans ces histoires de violence parce que tu as vécu vraiment des choses physiques terribles, mais moi c'est pas légitime ». Et c'est ça le problème en fait, c'est ça. C'est les deux faces. Il n'y en a pas une qui est plus que l'autre, c'est les deux ensemble et c'est un système. C'est ce qu'explique bien Olivier Clerc sur le tigre et l'araignée, les deux faces de la violence. Moi, c'était ça, tout mon chemin, c'était d'oser accepter et reconnaître que cette violence-là, qui apparemment, en apparence, n'est pas si violente que ça, est mortelle aussi, est destructrice aussi, est castratrice. Et que cette partie-là, j'ai bien aimé les mots que tu utilises dans ta vidéo, quand tu dis j'étais nié, bafoué, etc. J'ai la même sensation. Et ma difficulté, et c'est là où ça frôle la folie, c'était de savoir mais qu'est-ce qui m'est arrivé précisément, et je ne sais pas. Je ne peux pas dire à 3 ans, mon père m'a mis une raclée, ou à 5 ans, ma mère m'a fait... Il n'y a pas eu, je ne crois pas, en tout cas, aussi loin que je puisse me souvenir, ou à travers les différents travaux que j'ai faits, je n'ai pas de marque d'un événement précis. Et en fait, c'est sur la longueur. C'est toute une emprise en fait. Hein. Oui, et puis il n'y a pas un événement à un moment précis, c'est un long nuage de flou. Alors peut-être que c'est de 0 à 5 ans, de 0 à 8 ans, et je me sens, même quand je dis ça aujourd'hui devant toi, devant la caméra, je me sens, j'exagère quoi. Il y a un truc où je me dis oui, mais j'exagère, peut-être que j'invente. Il y a un truc où je n'arrive toujours pas, c'est pas être sûr parce que j'aurais pas la certitude, c'est-à-dire quand je vois mes réactions, du coup de violence par rapport à certains mots, c'est-à-dire que quand ça se reproduit, quand je suis face à des comportements comme ça où l'autre cherche à obtenir quelque chose de moi, cherche à m'utiliser, je sens que je suis nié. Je sens qu'on ne me demande pas mon consentement, on ne me considère pas comme une personne, comme un être à part entière qui a un avis, oui, non, des envies, des désirs, etc. Mais comme un objet, je suis objetisé. Donc ce que j'imagine les femmes peuvent ressentir dans le désir sexuel où elles sont les victimes des hommes. Moi je l'ai dans l'autre sens, ou je l'ai eu dans l'autre sens, et ça me mettait cette espèce de réaction de colère qui montait. Dire mais attends, là on m'écoute pas, on ne me considère pas, je suis comme un objet, on va me déplacer, on va me prendre comme une chose. Et donc en voyant cette colère qui est évidemment ressortie dans mon couple, c'est quel merveilleux endroit que le couple pour pouvoir vivre ça, et on s'est retrouvé avec ma chérie, elle dans une forme de violence que moi j'ai nommée psychologique, émotionnelle, du chantage ou des trucs comme ça. Et moi, dans des moments d'éruption tigresque, avec l'envie mais de lui mettre une chaise dans la tronche, l'envie de vraiment lui faire du mal, alors que je l'aime et c'est pas ce dont j'ai envie. Mais il y a une part de moi, cette part blessée, cette part mutilée, cette part castrée, cette part victime, qui réagit. Et je me dis, comment est-ce possible que la personne que j'aime le plus au monde, juste avec des mots, arrive à me faire, me mettre dans des états pareils. On a travaillé ça chacun de notre côté en thérapie, on a travaillé ça en thérapie de couple, et c'est seulement le moment où elle a pu entendre qu'en fait il n'y avait pas un événement précis, mais que c'était une longue période de flou,
et qu'elle l'a rephrasé, qu'elle l'a répété et que ça a pu revenir, qu'en fait les larmes ont coulé, parce que j'étais reconnu et j'étais accueilli dans non pas cette folie, mais cette blessure qui n'a pas de prise précise. Et c'est un peu cette violence permanente du petit garçon qui sent c'est bleu, mon ressenti ou mon intuition est bleu, j'ai l'impression que je ressens bleu et on me dit non c'est vert. Et donc non c'est vert et puis il y a une interdiction de dire que c'est bleu. Donc il y a une partie de moi que j'ai refermée et donc puisque j'avais pas le droit de me mettre en colère, puisque j'avais pas le droit de lutter face à cette toute puissance qu'est la mère à ce moment-là dans mon histoire, bon, je dépendais de ma mère, comme je pense tous les enfants dépendent de leur maman pour avoir la nourriture, pour avoir l'amour, pour avoir des tonnes de choses. Et donc, toute cette colère qui était enfermée, il y a un moment où j'ai dû me dire, bon, bah, peut-être que c'est vraiment bleu, peut-être que c'est vraiment vert, peut-être que tu sais pas, en fait. Et c'est ce doute, c'est cet endroit de doute qui commence et qui aujourd'hui, quand je repasse dedans, frôle la folie. Frôle la folie parce que je me dis, bah non, l'autre doit avoir raison, c'est moi qui dois... Peut-être que j'exagère. Donc c'est vraiment ce frôlement où il y a une part des choses à faire entre où est l'autre, où je suis moi, qu'est-ce qui est mon ressenti qui est bleu et qui est un bleu qui est non négociable et qui sera toujours bleu, et à quel endroit l'autre peut-être voit vert, mais je ne suis pas obligé de bouffer son vert, je ne suis pas obligé d'ingérer, voilà, je ne prends plus le vert, quoi. Et à cet endroit-là, je me sens vraiment dans ce truc de redéfinir mes limites, redéfinir mon consentement, mon oui, mon non. Et puis il a fallu extraire la violence, il a fallu extraire la colère en tout cas qui ressortait et qui au début pour moi était légitime et était juste. Alors il ne s'agit pas de détruire, mais en tout cas la réaction qu'en fait il commence à y avoir de la colère était le fait de retrouver une forme de puissance par rapport à cette réaction. Alors c'est subtil parce que c'est pas un mot précisément, c'est des ambiances, moi j'appelle ça des ambiances, c'est vraiment, on le sent tous je pense quand on rentre dans certaines pièces avec certaines personnes où il n'est pas dit clairement est-ce que je peux avoir ton manteau s'il te plaît, mais bon j'aimerais bien que j'ai froid là quand même, j'ai assez froid, bon, etc. On le sent, mais c'est cette violence là de ne pas dire les choses et donc j'ai développé, je pense comme beaucoup de gens, des antennes pour sentir venir que veut l'autre, qu'est-ce qu'il attend de moi, etc. Et donc c'était sortir cette colère qui était juste, puisqu'en fait on est en train de me marcher sur les pieds, moi j'appelle ça on marche sur les pieds, ou on m'envoie des petites fléchettes. Et donc juste ces mots, même si a priori ce ne sont que des mots, sont de la violence. Et même si ces mots ne tuent pas sur l'instant, même si c'est juste une petite fléchette, même si c'est un petit dénigrement, même si c'est une petite castration, même ça peut être avec le sourire, ça peut être avec de l'humour, ça peut être avec un ton ironique. Donc il y a un éventail très large. C'est à force de répétition que ça devient effectivement extrêmement toxique et castrateur au bout d'un moment. J'ai quand même envie de revenir un petit peu parce que dans tout ce que tu viens de dire là, et notamment au sujet de la mère, il y a des choses qui sont importantes. Dans le fait déjà que l'archétype de la mère est un archétype totalement intouchable. On a complètement idéalisé la dimension de la mère et plus particulièrement dans notre culture occidentale où le modèle de la famille est un modèle nucléaire, c'est-à-dire que l'enfant va développer un lien d'attachement plus à la dimension de la mère, du père et de sa famille, alors que par exemple dans les pays d'Afrique, la notion de famille et de mère, elle est multiple, parce que l'enfant il est élevé en fait par tout un village. Donc il va avoir plusieurs référents, et quand une de ses mères lui dit c'est vert, il y en a peut-être une autre qui va lui dire c'est bleu. Donc du coup il n'y a plus cette relation exclusive, l'enfant fait l'expérience de la diversité, de la différence, peut se créer son propre opinion, et c'est en ça où quelque part notre modèle de famille est toxique, puisqu'il vient créer une forme de dépendance affective en fait, entre l'enfant et cette personne de qui il est totalement dépendant. Et qu'il n'ose pas remettre en question parce que quelque part, l'amour est là. Donc effectivement, aller repérer que cette personne qui est tout, que j'aime et qui est censée m'aimer, et souvent, moi qui suis mère, je ne veux pas dire que je n'ai pas aimé mes enfants, et pourtant je reconnais que j'ai été violente entre guillemets avec eux, mais j'ai envie de donner quand même un exemple de comment est-ce qu'on peut être violente en tant que mère, avec tout l'amour du monde. Lorsqu'on a soi-même vécu des violences dans l'enfance, qu'on a eu un père toxique, une mère toxique, on a été entouré par des adultes
toxique, on a reçu de la violence, on n'a pas du tout envie de reproduire ça sur nos enfants. Donc on a envie de protéger nos enfants. Et pour les protéger, on va mettre en place tout un tas de choses qui va faire que on va peut-être avoir tendance à les enfermer. On ne veut pas qu'ils souffrent. Donc comme on ne veut pas qu'ils souffrent, on ne veut pas qu'ils ressentent des émotions dites négatives. Donc on ne voudrait surtout pas qu'ils soient tristes, on ne veut surtout pas qu'ils soient en colère, on ne veut surtout pas qu'ils aient peur. Et en fait, ce faisant, subtilement, on va les couper de leurs propres ressources. Parce qu'en fait, ce sont nos émotions qui nous mettent en relation avec notre territoire intime personnel. C'est quoi un territoire personnel? C'est l'ensemble de nos besoins et de nos valeurs. Et qu'une émotion est là pour nous indiquer qu'il y a un besoin qui doit être satisfait et une ressource qui doit être activée. Et donc, c'est parce qu'on va accueillir de façon inconditionnelle cette émotion qu'on va pouvoir effectivement activer nos ressources et s'affirmer sur notre territoire. Sauf que quand on a une maman très possessive, très hyper protectrice, elle va nous couper de tout ça pour nous dire non, tu ne fais pas ci, fais pas ça, attention, etc. Voilà. Et nous, en tant qu'enfant, le petit enfant, lui, en fait, il n'a pas d'autre choix que de réduire son territoire d'expérience. De réduire son territoire d'expérience, d'obéir à sa mère, et voire même pour... Oui, ben, pour moi, c'est une polarité caméléon. J'ai pas vraiment envie de ce truc-là, mais puisque c'est ce qui est demandé, je vais prendre cette couleur-là, je vais m'adapter, je vais répondre à ce besoin extérieur. Si c'est ça le jeu, je vais jouer le jeu. Je n'ai pas envie de jouer à ce jeu, mais c'est la seule condition pour avoir... Voilà. C'est la seule condition. Donc l'enfant va mettre en place des stratégies de survie et développer ce qu'on appelle le manipulateur intérieur, le saboteur intérieur, qui va être cette petite voix un petit peu autoritaire et qui va venir nous interdire, parce que moi je vous parle aussi en tant que mère mais aussi en tant qu'ex-enfant, nous interdire de ressentir et de développer des parts de nous, parce que dès que je développe cette part de moi, en face je suis punie, je suis rabrouée, je suis interdit, et donc potentiellement, je ne suis pas aimée et rejetée. Et c'est comme ça qu'on finit par devenir, en tant qu'adulte, notre propre manipulateur et aller, tel que tu le disais tout à l'heure, continuer à réprimer des parts de nous pour essayer de rentrer dans le désir de l'autre. C'est-à-dire que dès lors qu'on va chercher un compagnon, une compagne, eh bien on va essayer effectivement de tout faire pour qu'il nous aime. Et c'est là où on rentre dans le cercle infernal de la violence et de ces jeux de victime bourreau sauveteur et dans cette violence subtile, invisible, où on cherche à manipuler l'autre, à nous manipuler nous-mêmes, et c'est infernal en fait. Oui. Et ce qui se passait, nous, dans notre histoire, c'est qu'on était enfants blessés contre enfants blessés, tu sais, avec ma chérie qui disait oui, mais la violence physique, elle tue. Et je disais oui, mais la violence psychologique, elle vide de la vie. Oui. C'est-à-dire si tu meurs pas sous les coups directement, ça vide de son sens, ça vide l'âme, ça vide... Et donc en fait, il n'y en a pas une plus que l'autre, c'est pas une compétition, c'est vraiment les deux, c'est un cycle. Et si je me reconnais victime, si enfant, j'ai été victime de ma mère, j'ai été victime de cette emprise, et qu'aujourd'hui je vois tous les endroits où tu sais, le chien de Pavlov, là, tu sonnes la cloche et il y a un endroit, moi, où je cours. Quand on me fait des demandes, quelqu'un a sauvé, des problèmes à régler, j'arrive, etc. C'est-à-dire qu'il y a une tel manque de distance, de séparation entre les besoins de l'autre et mes besoins, une telle fusion pour moi, avec les femmes, avec ma mère ou avec certaines personnes, que j'entends les besoins conscients ou inconscients, j'entends les désirs conscients ou inconscients. Et donc il y a déjà une partie de moi qui est en train de courir pour aller obtenir une récompense et régler des problèmes, sauver des problèmes, etc. Et donc c'est vraiment de voir à quel endroit cette partie-là est une partie blessée. On parle du syndrome de Stockholm, tu sais, les prises d'otages où à la fin on aime vraiment notre preneur d'otages parce que je sais pas, il y a une relation qui se passe. Et donc c'est cette partie-là, faire attention et puis voir aussi, ok, il y a la violence physique, je suis un homme, sur le papier je peux peut-être être plus violent physiquement que ma compagne, encore que, mais il y a toute cette violence araignée. Si j'ai été victime d'une violence araignée, certainement que je suis aussi un très bon manipulateur. Et donc je peux aussi créer les architectures et rebelote et je remets une pièce dans la roue et on est reparti pour un cycle.
Donc l'enjeu pour moi en tant qu'homme aujourd'hui, c'est déjà de reconnaître ça, de mettre des mots dessus et d'accepter ce statut de victime qui, pour un homme, c'est ce que disait Olivier Clerc dans son livre, que les femmes se reconnaissent victimes des hommes aujourd'hui, c'est une sortie importante, une libération de la parole, mais que les hommes aussi puissent dire qu'ils ont été victimes des femmes. Bon, c'est quelque chose qu'on entend moins, qui est un peu tabou. Un homme qui dit ça, bon, c'est pas vraiment un homme, quoi. Il y a quelque chose de la diminution dans le symbole, parce que c'est le patriarcat, j'en sais rien, même et donc de me reconnaître pleinement en tant que victime, c'est ça qui permet aussi de me dire, après, je suis aussi certainement bourreau, je ne suis pas que l'un ou que l'autre, il y a vraiment les deux. Alors, l'idée quand même, c'est que quand tu dis que les femmes se reconnaissent victimes des hommes, moi je crois que depuis que la terre est terre, enfin c'est toute l'histoire des religions et c'est tout le poids de la religion aussi qui a enfermé la femme dans des rôles de victime de l'homme. Donc ça fait des siècles, enfin des millénaires que la femme elle est enfermée dans cette dimension de victime de l'homme. Et donc les mouvements qui émergent actuellement stoppent. C'est-à-dire qu'on sait que la femme est victime de l'homme, voilà. Et à un moment donné, c'est comment sortir de là, c'est stop la violence les hommes, quoi. Hein. Mais ça, c'est une première étape. On va reconnaître notre dimension de victime, la reconnaître et puis l'accueillir vraiment. Mais effectivement, l'étape d'après, c'est d'aller regarder où est-ce que... parce que, je veux dire, nous sommes notre première victime. Donc si nous sommes notre première victime, c'est qu'il y a bien une dimension de bourreau à l'intérieur de nous, qui vient nous manipuler. Qu'est-ce qui fait qu'en tant que femme, je me suis laissée être cette victime? Quelles sont les parts de moi qui sont complètement écrabouillées? Quelle est cette puissance qui est complètement écrabouillée? Et dès lors que j'écrabouille une part de moi, elle se manifeste encore beaucoup plus fort. Et donc du coup, elle s'exprime dans le monde extérieur, elle s'exprime dans la relation à l'autre. Donc c'est toute cette manipulation subtile, perverse, que Olivier Clerc définit comme étant la violence de l'araignée. Hein, donc en tant que victime, si on a une part de nous qui est réprimée, forcément cette part, elle s'exprime à un autre endroit. Et voilà, et donc elle va jaillir soit sous forme de violence physique, soit sous forme de violence beaucoup plus subtile, beaucoup plus perverse. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit une fois, on se rend toujours compte de la violence des autres, mais on ne se rend pas compte de la propre violence qu'on émet. Et bon, c'est sûr que c'est beaucoup plus dur, et tu parlais de la violence contre soi-même, c'est beaucoup plus dur d'oser regarder cet endroit-là qui n'est pas agréable, qui n'est pas joli, dont on a honte. Moi, je peux voir la honte que j'ai de me mettre en colère et d'avoir envie d'éclater ma chérie. C'est pas une part de moi qui est agréable, même ma fille, un petit bébé avec des émotions, etc. L'envie, je comprends, il y a un endroit où je comprends les parents qui pètent des plombs, les couples. C'est pas pour dire j'excuse, c'est pas pour dire c'est normal, mais en fait je vois tous les endroits en moi, ou tous les élans ou les moments où j'ai envie de péter les plombs, et cet endroit-là, une partie contrôlante de moi, une partie qui a le self-control et qui est super zen, aimerait dire non, moi je suis pas du tout comme ça, moi je tiens la pression, je tiens la colère, et donc c'est d'oser voir ça, le vivant, la partie vivante en moi, et aussi dans ce processus pour moi de commencer à reconnaître que là en fait je me suis fait marcher sur les pieds. C'est ne plus avoir le doute, et j'ai le droit de me mettre en colère. Après quelle colère, etc. Mais après de pouvoir diminuer la colère et de ne pas péter les plombs à chaque fois. Mais c'est vraiment le problème, c'est que la colère, plus elle est réprimée, plus elle se transforme en violence. Alors qu'on peut être en colère et l'exprimer de façon extrêmement calme et posée. Hein. Et pour rebondir sur ce que tu dis sur cet aspect d'être gentil, effectivement, on a tellement envie d'être gentil, on a envie de montrer que cette facette de nous. Et souvent, on va réprimer toute forme de colère parce qu'on l'a associée à de la violence, parce que c'est notre éducation, parce qu'on nous a dit tout petit, prête ton jouet, sinon tu es un méchant garçon, prête ta poupée, sinon tu es une égoïste, et très vite, là où nous, en tant qu'enfants, on aurait eu envie de s'affirmer, on nous dit non, si tu ne prêtes pas ça, c'est que tu es un méchant garçon, une égoïste, tu n'es pas gentil, enfin, etc. Donc on a confondu violence et puissance. Donc quand on réprime ce que l'on considère comme étant violent, parce que parfois on va étiqueter des choses comme étant violentes alors qu'elles ne le sont pas, hein. La colère, ce n'est pas violent à la base. Hein. La colère, c'est une émotion qui vient nous dire, là, tu as été transgressé sur ton territoire intime, hein, physique, psychologique, affectif, et tu as besoin de rétablir
ce territoire, tu as besoin que justice soit faite, tu as besoin là de dire non. Et donc du coup, tu as besoin de t'affirmer. Donc la colère, à la base, c'est une émotion extrêmement créative qui a besoin d'être exprimée, mais qui peut tout à fait s'exprimer lorsqu'elle est accueillie de façon extrêmement calme, extrêmement ferme. C'est là, c'est non. Voilà. Mais comme on nous empêche ça enfant et qu'on l'a bien intégré, c'est-à-dire que si je suis en colère, je suis donc violent, méchant et donc on va me rejeter et je ne vais pas être aimé. Et donc du coup on est dans cette confusion-là et on cherche désespérément à montrer une image de nous gentils, absolument. On est tous des gentils, il faut quand même le savoir. Voilà. Mais en cherchant à être que gentils, en réprimant toutes les parts de nous, du coup il y a une part qui nous manipule dans l'ombre et qui est, elle, manipulatrice et qui va essayer de manipuler sur l'extérieur toute situation qui pourrait potentiellement déclencher la part violente pour ne pas la ressentir. C'est comme ça qu'on va essayer de manipuler nous d'abord, les autres, pour surtout ne pas ressentir, ne pas avoir affaire à nos parts que l'on ne veut pas voir. Or, comme la vie nous aime, la vie nous apporte toujours les personnes et les situations dont on a besoin et qui vont justement venir directement dans nos failles pour aller nous montrer ces parts de nous. Tu sais, j'accompagne des hommes dans des stages. Et pour moi, il n'y a jamais de hasard. Quand on fait des groupes, il y a des résonances et on se retrouve ensemble. Et souvent, on travaille la même chose. Et j'ai eu une fois tout un groupe où on était tous sur le même schéma. De ce petit garçon, de ces hommes, qui à certains endroits sont encore petits garçons, et je m'y reconnais, et qui, face à la mère, face à une femme, ne peuvent pas dire non, ou n'arrivent pas à mettre la limite, n'arrivent pas à se mettre en colère. Et il y avait comme quelque chose où je les faisais mettre de la distance et s'affirmer, etc. Et puis dès que la mère se rapprochait, ouvrait les bras, pouf, il venait se blottir, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre d'un aimant, tu vois, d'une surpuissance où il y a tout un travail de reconquête pour les hommes. Et vraiment, quand je parlais de syndrome de Stockholm tout à l'heure, ou de prise d'otage, c'est cette puissance-là qui est d'un conditionnement pendant de longues années et compagnie. Et donc ça se fait pas en 2 secondes, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et la chose qui a été fondamentale pour moi, c'est mon chien là, qui est prêt à courir, qui est prêt à ressauter, etc. C'est d'avoir de l'amour pour cette part-là de moi que j'aime pas, ou j'aimerais d'un coup dire non, t'arrêtes de sauter, de venir combler les besoins d'autrui, puisque ça a été ma résilience, ça a été mon moyen de répondre. Et pareil, quand je me mets en colère, c'est d'apprendre à aimer cette partie-là de moi aussi, de dire non, ma colère elle est juste, elle a un sens, elle vient apporter quelque chose, et de pas en plus m'en vouloir, parce que le truc c'était, on me dit non c'est vert, alors moi je pense c'est bleu, puis on me rajoute après un mensonge, et après on me dit ah mais si machin c'est que t'es mauvais, donc il y a une espèce de triple entourloupe où je perds complètement mes repères, et donc c'est ce flou où il faut étape par étape retrouver le truc, et puis comme trouver de la douceur ou de l'amour dans ce processus de réintégration des différentes parties. C'est que je pense que c'est la même chose dans la violence reçue des femmes, de victimes. À un moment où je suis victime d'un abus, d'un viol, de violence physique, il est tout à fait normal de retrouver l'essence, de trouver de l'amour pour cette part qui souffre, qui a souffert, etc. Et moi j'avais vu aussi toutes ces personnes qui s'en veulent, qui disent c'est de ma faute parce que je l'ai laissé rentrer, c'est de ma faute parce que j'ai fait ceci, cela. Un moment où la responsabilité est inversée et retournée contre soi. Et tout ça, il y a besoin de mettre de la clarté, de dire les responsabilités de chacun. Et il y a besoin de trier, de dire qu'est-ce qui est ta responsabilité, qu'est-ce qui est ma responsabilité, qu'est-ce qui est ma souveraineté, à quel endroit j'ai dit oui, à quel endroit j'ai dit non. À quel endroit j'ai pas dit oui et l'autre m'a envahi, m'a pénétré et rentré dans mon espace. Et moi je vis ça aujourd'hui dans une rééducation du quotidien, je dirais, où je sens tous les moments où il y a quelque chose qui rentre dans mon espace auquel j'ai pas dit oui. Ce sont des mots, alors c'est pas méchant, c'est jamais méchant. Mais quand on fait une caresse sur quelqu'un qui a la peau en bon état, tout va bien. Quand on fait une caresse sur quelqu'un qui a la peau brûlée, ça arrache. Et donc c'est vraiment de pouvoir sentir dès qu'il y a des mots qui arrivent et qui viennent, c'est de dire ah là déjà c'est mon espace, et d'être tranquille avec ça et de sentir que voilà, c'est vraiment cette rééducation, parce que mon but n'est pas de me retirer en ermite de la société, mon but est de revenir, d'être en lien et de pouvoir être moins touché, de moins souffrir à ces endroits-là, puisque la vie fait qu'il y a des interactions comme ça dans tous les sens.
Et puis, au bout d'un moment aussi, c'est de retourner et de dire, ok, qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est-à-dire que cette résilience, cette capacité de survie du petit garçon, comme cette capacité de survie, j'imagine, de la femme que tu as été face à toutes ces violences, euh, ça vient après, mais qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre, de comprendre, qu'est-ce que j'y ai trouvé comme force, qu'est-ce que j'y ai trouvé comme, ouais, comme envie de vivre, quoi. C'est que la vie traverse. Bah oui, parce que justement, c'est à partir du moment où on vient mettre de l'amour, c'est-à-dire qu'on accepte que ces différentes parts, c'est-à-dire que moi, il a fallu aller accueillir la femme blessée en moi, et puis après, quand j'ai rencontré la femme violente, mais là, j'ai développé une honte, voire même une colère contre moi et contre les femmes et les mères du monde entier. Et donc, il a fallu encore que j'aille accueillir cette part-là en moi, qui était une part inacceptable. Et où effectivement j'ai été rencontrer cette femme manipulatrice, mais tant que j'avais pas mis de la lumière dessus, parce que j'avais une représentation de la manipulation comme étant perverse, ayant été manipulée en tant qu'enfant, de façon perverse, de façon destructrice, donc forcément la manipulation était perverse et destructrice. Or je me suis rendu compte qu'en tant que accompagnatrice, en tant que thérapeute, en tant que coach professionnel de la relation d'aide, c'est mon art. La manipulation, c'est mon art. C'est-à-dire que manipuler, ça veut dire manier avec soin. Et en fait, quand j'accompagne des personnes, je mets en place un cadre qui va leur permettre effectivement de pouvoir faire face, de mettre en lumière leur part d'ombre, de pouvoir faire des prises de conscience, de pouvoir... voilà, donc la manipulation peut être tout à fait, bienfaitrice, bienveillante. Et elle existe dans tout un tas de domaines tels que l'éducation, la formation, la thérapie, enfin tout travail, tout domaine où on accompagne l'humain, quelque part, il y a des formes de manipulation, mais l'idée c'est d'être conscient de ça. Et dès lors que cette manipulation, elle est vraiment au service de l'autre, et non pas à son détriment, elle est créatrice. Voilà. Mais bon, mais c'est parce que je suis allée, du coup, vraiment rencontrer ces parts-là, que j'y ai mis de la lumière et que ces parts-là ont pu libérer tout leur potentiel. Donc en fait, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, dans l'après-coup, après avoir fait tout ce chemin et que j'ai pu faire cette vidéo que j'ai faite sur la violence des femmes, mais c'est un véritable acte d'amour que l'on fait à soi et à l'humanité que de pouvoir accueillir et reconnaître en soi les parts que l'on a étiquetées comme étant monstrueuses. Parce qu'en fait, plus on les condamne, plus elles deviennent monstrueuses, alors que dès lors qu'on les accueille, elles libèrent tout leur potentiel, toute leur puissance. Et c'est comme ça que finalement, j'ai connecté avec ma pleine puissance, celle qui me permet d'être une femme créatrice, celle qui permet de m'affirmer dans ma vie, d'avoir des relations vivantes avec tout ce que je suis et seulement ce que je suis. Parce qu'effectivement, je suis un être de lumière, mais en même temps, je suis un être humain avec des limites, puisque mon corps a tout simplement des limites dans le temps et dans l'espace, et puis avec des fragilités, avec voilà quoi. Et donc pour moi c'est vraiment tout un chemin d'amour que j'ai parcouru jusqu'alors. Et mon message c'est vraiment, et aujourd'hui et notamment par rapport aux hommes, mais je me dis mais quel cadeau on leur fait que de pouvoir reconnaître que moi, en tant que femme, je peux effectivement être violente. Bien entendu, ça n'a pas forcément la même forme que la violence physique des hommes, mais je peux aussi être violente. Cette violence subtile, insidieuse, et qui est d'autant plus violente qu'elle ne se voit pas. Et que donc du coup, tel que tu le disais tout à l'heure, mais je sais, je sens, je ressens que j'ai été victime de violence, ça se palpe pas, ça se voile pas. Donc quelque part, ça me renvoie à une forme de folie, parce que je peux pas en parler, et je me sens pas légitime. Et moi, je te dis, mais si, c'est vrai, c'est la vérité. Et quand quelqu'un reconnaît cette vérité, notre vérité, alors là on vit une libération intérieure. Et si en tant que femme, en tant que mère, on peut faire ce chemin de reconnaissance de cette part d'ombre, je dirais quelque part on a le pouvoir, on a la puissance de libérer non seulement nous-mêmes, mais nos enfants et l'humanité tout entière. Deux choses, tu parlais tout à l'heure de manipulation dans l'accompagnement. Pour moi, étant donné mon histoire, il y a la limite du consentement. C'est-à-dire que je ne peux pas faire aller quelqu'un quelque part
sans son consentement. Sinon, on est violent. Sinon je suis juste dans la Oui, répétition. tout à fait. Et donc, c'est voilà, d'accompagner et d'être bien d'accord, d'aller chercher. En tout cas, moi, c'est ma sensibilité, puisqu'évidemment, j'ai pas envie de faire passer l'autre là où moi je suis passé, en tout cas dans ce truc-là. Tu parles de violence invisible. Quand on a fait une thérapie de couple, à un moment, pour explorer ça, pour le mettre en lumière, il y avait un engagement, une charte de sécurité, ou je sais pas quoi, un contrat, voilà, qui nous permettait de nous engager l'un envers l'autre à respecter l'intégrité physique de l'autre. Et je dis, ben oui, je signe, je suis là pour ça, j'ai pas envie de nuire à l'intégrité physique de ma chérie, donc bien sûr. J'ai dit, et moi j'aimerais qu'on s'engage, il n'est écrit nulle part l'intégrité psychique ou émotionnelle, ou intégrité, je sais pas comment on appelle ça, mais la thérapeute, c'était une femme qui m'a dit, oui mais ça c'est beaucoup plus dur à mesurer. Et j'ai dit, mais vous voyez mon trauma, c'est ce que je vis dans le couple, où on est violence contre violence. Et quand on arrive et qu'on est dans un cadre sécurisé qui doit nous permettre d'en sortir, ma violence, ou en tout cas mon côté victime, n'est pas reconnu à cet endroit-là. Et elle l'a reconnu, et du coup, on a changé le contrat pour dire, voilà, je m'engage à respecter ton intégrité physique, émotionnelle, psychique, et d'intégrer vraiment toutes les différentes facettes. Ça a été très guérisseur pour moi, que dans cet espace... Et je reconnais qu'évidemment, le physique est facile à reconnaître, ça laisse des traces visibles, là où l'autre laisse des traces invisibles. Et pour moi, il y a vraiment cette réponse du patriarcat, c'est-à-dire que la violence des mères, ce dont on vient de parler, n'est juste que le reflet de la violence des hommes dans la société sur les femmes. Et donc c'est vraiment deux territoires différents, où les hommes dominent la femme ou dominent les femmes, le patriarcat dans la société, et par contre dans le noyau familial, ce sont les mères qui ont le pouvoir. Donc il y a pour moi deux champs différents, deux terrains différents. Alors, il y a deux terrains différents, sachant que cette dernière vingtaine d'années, les femmes ont investi la sphère du social, elles sont sorties de la maison, sauf qu'elles n'ont toujours pas lâché leur toute puissance sur les enfants. Et que c'est peut-être là où, à un moment donné, il y a peut-être à rééquilibrer aussi un peu les choses, même s'il y a de plus en plus d'hommes qui, effectivement, sont des hommes à la maison. Ça reste des choses assez rares. Et ce que je développe aussi dans une de mes conférences au spectacle, du coup, je vous la mets en lien aussi en haut à droite de l'écran, qui s'appelle « De l'amour à l'abus », c'est que le problème aussi, et c'est toute la violence des mères, c'est que on a beaucoup parlé de la place du père, comment on peut avoir affaire à des pères démissionnaires, des pères violents, etc. Mais si la mère ne laisse pas la place au père, comment le père peut prendre sa place, quoi. Et très souvent, la mère a du mal, pour plein de raisons, parce que, comment dire, elle a des blessures, mais elle n'arrive pas à ouvrir cet espace et à permettre au père de jouer son rôle de tiers séparateur. Et quand la mère ne légitime pas le père, eh bien, ça fait violence dans la relation à l'enfant. De la même façon que les hommes ne laissent pas la place aux femmes dans la société, sur les salaires, sur les... C'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment les deux. C'est question-réponse, c'est-à-dire que c'est comment, à un moment donné... C'est pas sens unique. Voilà, c'est comment tout ce qui s'imprime, je dirais, dans le domaine de l'intime, va s'exprimer dans le domaine du politique, du social à l'extérieur. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que l'intime est politique et que je ferai certainement une petite vidéo sur le sujet. Et le politique est intime. Et le politique est aussi intime. La nounou qu'on a là pour notre fille, quand je suis allé la voir, et je lui ai dit, bon ben voilà, j'ai libéré du temps pour pouvoir prendre soin de ma fille, faire ceci, faire cela. Puis elle me disait, mais nous les femmes, on se réunit, on passe du temps ensemble, on discute, on passe beaucoup de temps à faire ça. Et donc vous les hommes, ça fait peu de temps ou moins longtemps, etc. Et donc oui, si on veut laisser la place aux femmes dans la société et rééquilibrer les valeurs, rééquilibrer les rôles et les places et partager, il faut aussi que ça se fasse à la maison. Il faut que les hommes osent y aller et prennent vraiment cette place et confiance en eux dans le rôle de l'intuition paternelle qui n'est pas moins bien, moins forte ou moins juste que l'intuition maternelle. Les deux sont importants et il faut, et ça c'est un chemin aussi dont je peux parler, de trouver la confiance, même si on n'a pas eu le bébé dans le ventre, même si on n'a pas accouché, même s'il n'est pas passé à travers nous, on a un rôle de distance, de séparation,
et ça ne nous empêche pas de remplir tous ces rôles. C'est ça qui est intéressant, c'est comment on peut jongler, jouer entre les rôles. Et les mères, passer il faut de l'un à qu'elles acceptent d'être face au vide et qu'elles acceptent que les choses ne se fassent pas dans la façon qu'elles auraient aimé qu'elles fassent et donc qu'elles arrivent à gérer la frustration. Alors, je ne veux pas dire que des frustrations, on en a plein, qu'on soit homme ou femme, mais il y a des réajustements à faire en fait. Il y a des réajustements. C'est une danse. C'est une danse et on est resté coincé dans des polarités et on s'est endurci, je crois, dans des polarités. On est arrivé au bout d'un extrême. Et là, il est nécessaire de repartir dans l'autre sens. C'est déjà à l'œuvre, c'est déjà en cours. Parce que ta vidéo, la vidéo qu'on vient de sortir, et plein de mouvements contribuent à ça. C'est là. Donc, continuons. Ok, super. Ben, je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on arrive à la fin de la vidéo. Puis je crois qu'on pourra encore en parler et peut-être qu'on fera d'autres vidéos ensemble. En tous les cas, moi, mon projet, c'est d'en faire d'autres avec d'autres interlocuteurs. Je te remercie beaucoup, Étienne. Ben, merci beaucoup à toi. Et au revoir. Et je vous mets toutes les coordonnées sous la vidéo. Donc les coordonnées d'Étienne, mes coordonnées, si vous avez envie de rentrer en contact avec l'un ou l'autre. Voilà. Merci, au revoir. Merci.